Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé le 12 octobre dernier la poursuite de la coopération militaire entre l'armée congolaise et celle de l'Ouganda. Cela fait suite à une révélation et une évaluation menée par les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais sur des opérations conjointes contre les rebelles des forces démocratiques alliées dans la province de l'Ituri. Quel impact des opérations militaires conjointes menées par l'armée congolaise et ougandaise contre l'ADF et comment renforcer la sécurité dans cette région, notamment pour une paix durable en Ituri. On en parle en première partie d'émission. Et puis du 22 au 24 octobre prochain va se tenir à Kazan, en Russie, le prochain sommet de Brisk. Sur les 38 invitations envoyées, 32 ont confirmé leur participation à ce rendez-vous international, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les Brisk, qui aspirent à un monde de plus en plus juste et équitable, constituent évidemment un groupe multipolaire qui réunit le Sud global et l'Orient pour faire contre-pied à l'hégémonie occidentale et aux États-Unis. Quel enjeu de ce sommet 2024 en Russie et surtout quelle attente des pays africains pour ce nouveau sommet en Russie des BRICS? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit de Bomondou Thior, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir à nouveau répondu à l'invitation du débrief. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci Régis. Et en face de vous, nous avons Joël Nathan, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci Régis pour l'invitation. Nous allons tout de suite démarrer avec la première thématique. On parle évidemment de la République démocratique du Congo. Mon cher Nathan, quel regard portez-vous déjà sur cette coopération militaire entre les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais? Alors déjà, merci pour la question. Et le regard que l'on peut porter, ou que je porte sur cette question, c'est déjà féliciter le courage du président congolais d'affronter, on va dire, cette réalité-là et surtout de tendre la main encore une autre fois à un allié qui partage avec lui la même difficulté présentement et aussi faire face comme ça et montrer aux institutions africaines qu'en réalité on peut se battre, ouais. on peut se défendre, il suffit d'oser, je crois, évaluer la menace, évaluer la situation et prendre les mesures qu'il faut pour ça. Et pour cela, nous le félicitons. Alors, rappelons au passage que les deux pays luttent depuis des années contre les forces démocratiques alliées. Quelle analyse ou quelle appréciation faites-vous de l'avancée de cette lutte-là, évidemment contre ces rebelles de l'ADF? Alors, ce qu'on peut faire comme appréciation, c'est que c'est déjà que le mal recule un peu plus. C'est vrai qu'après, il y a des critiques ouvertes sur le fait que, bon, certains pensent, et l'ONU aussi, que l'Ouganda soutient le M23 à côté. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un boycott interne dans l'avancée des projets? Parce que si l'Ouganda favorise par exemple les réunions des chefs du M23 en Ouganda. Est-ce qu'il n'y a pas un boycott interne de l'avancée de la lutte contre les rebelles? Parce qu'au final, la guerre n'est finalement pas humaine. Il y a toujours des intérêts qui sont derrière. Et ça, c'est les questions qu'on se pose. En parlant justement du M23, mon cher Bomondou Thior, alors c'est une décision salutaire, Nathan l'a encore souligné, mais au niveau de la société civile congolaise, les doutes se sont installés. Beaucoup en tout cas de ces leaders de la société civile combattent un peu cette décision du président Tshisekedi, accusant l'Ouganda justement de financer ces groupes rebelles du M23. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ces accusations et ce rejet de cette décision de la part de la société civile congolaise? En fait, cette partie de la RD Congo, l'Est du pays, la situation est tellement complexe que c'est à s'y perdre. Et je pense que par rapport à la société civile,
qui de bon droit, en regardant un peu ces centaines de civils qui ont été massacrés et qui continuent d'être massacrés, soit par les ADF, soit par le M23, oui, elle a raison de ramer à compte courant de cette décision du président. Parce que comme le disait Nathan, si par exemple l'Ouganda est derrière le M23, ça veut dire que les ADF qui sont affiliés à l'État islamique, on peut soupçonner raisonnablement l'autre voisin terrible, le Rwanda, de tirer les ficelles. Et c'est là toute la difficulté de ce conflit-là. C'est-à-dire, les deux voisins, surtout le Rwanda, ne gagnent pas à ce qu'il y ait la paix en RD Congo, disons les choses telles quelles. Donc cette partie du pays qui est riche en sous-sol, et même l'Ouganda quelque part, même si il y a cette coopération-là, le président est satisfait au point de reconduire, de dire qu'ils ont fait pas mal de bons résultats, mais même l'Ouganda aussi tire les ficelles quelque part de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Ouais, c'est comme on dit, c'est l'intérêt qui guide la pensée. Évidemment que l'Ouganda, forcément, est motivé par quelque chose dans cette coopération. On reste sur la coopération, mon cher Thior, parce que, évidemment, vous l'avez souligné, le président Tshisekedi a parlé de quelques réussites, en tout cas dans cette belle coopération. Mais justement, que vous inspire ce modèle de coopération militaire régionale? Oui, c'est bien, parce que Nathan le soulignait tout à l'heure. Parce que souvent, on attend les Nations Unies. Il y a une force onusienne qui est là-bas depuis combien d'années? Est-ce que ça a produit quelque chose? Moi, je fais une digression. Regardez la finule qui est au devant de l'actualité entre le Liban et Israël. La finule a été déployée depuis 1978. Une force d'interposition. Et pour une fois, je suis d'accord avec Donald Trump qui a dit, mais dites-moi, comment une force qui a été déployée depuis 1978 ne peut pas avoir des résultats? Nous sommes en 2024 et vous nous dites que l'ONU est efficace. C'est pour revenir un peu sur la force onusienne qui est en République démocratique du Congo et pour répondre directement à la question, de faire en sorte que même si, bon, les succès ne sont que quelques prises, on a parlé de quelques prises de rebelles qui ont été arrêtés par là. C'est d'ailleurs ce que la société civile dit, elle parle de prises minimes au point de ne pas... Tout à fait. Bon, le président est satisfait de cela, mais il faut saluer le fait que, bon, il faut compter d'abord sur les forces africaines. Il faut qu'on compte sur nos forces d'abord internes. On a des armées. Nos armées, elles sont là pour aller faire la guerre, nos militaires. Sinon, à quoi bon avoir des camps militaires et les gens passent la journée à se tourner les pouces? Alors, on parle évidemment de l'ADF. Tu l'as souligné, mon cher Nathan, un groupe rebelle qui est très proche aussi de certains grands groupes rebelles. On parle de Daesh aujourd'hui, affiliés, liés à Daesh, ces groupes rebelles de l'ADF. Aujourd'hui, il y a plusieurs crimes qui ont été commis dans beaucoup de parties de la RDC. On parle du Nord Kivu et des Littoris aujourd'hui. Que pensez-vous justement de ces crimes-là qui ont été commis dans ces parties de pays en RDC? Alors, la première chose que je peux dire, c'est déjà que, comme je disais tantôt, la guerre n'est pas humaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'humanité s'introduit dans une guerre, elle perd son humanité. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a une guerre, on s'attend forcément à des crimes de guerre, on s'attend forcément à des destructions massives. Mais c'est encore plus grave, d'autant que quand on voit par exemple que ADF est affilié à l'État islamique et qu'on se pose la question, on s'est toujours posé la question sur l'État islamique qui est derrière. Ouais. Même si on voit des bras présents, visibles, mais il y a toujours des bras invisibles dans cette histoire. Et je veux un peu revenir sur ce qu'il disait au sujet de l'ONU. On se pose la question si les forces de l'ONU sont là pour mettre fin aux guerres ou les entretenir. Et c'est des questions qu'on se pose quand même. Et parce que quand on voit la manière dont les choses sont faites, c'est comme si les forces ne sont pas là pour repousser les rebelles, mais pour entretenir la guerre, que ça ne devienne pas trop grave. Comme on disait chez nous, il faut penser la plaie pour que ça ne pourrisse pas. Ouais. Mais sans le but de la soigner totalement. Et donc, quand on regarde les crimes qui sont perpétrés dans ces zones-là, c'est terrible parce que c'est surtout l'impact en termes de conséquences aujourd'hui.
Les conséquences sont quand même graves au niveau humanitaire déjà, au niveau de la santé, mais c'est terrible parce que les premiers touchés, ce sont les femmes, les enfants, et on voit que la population subit grandement. Près de 1000 déplacés par jour dans le Nord Kivu. C'est quand même terrible et c'est choquant parce qu'on a l'impression parfois que justement les forces derrière sont passives face à ces réalités-là. Alors, Mamadou Thior, on parle des partenaires internationaux comme l'Union européenne qui veulent une mission d'appui aux solutions régionales à long terme aux crises et aux conflits dans la région des Grands Lacs. On a parlé évidemment du Tchad aussi, enfin le lac Tchad, pardon. Selon vous, quel impact pourrait avoir cette médiation internationale pour un retour de la paix à l'est de la RDC notamment? Mais à y regarder de près, la bonne volonté est manifeste, mais il faut reconnaître que une RD Congo instable arrange pas mal de partenaires parce que ça leur permet un peu d'encourager le trafic illicite, que ce soit le lithium. Oui, parce qu'il y a un corridor, tout est installé. Tout à fait. Ouais. Et passer par le voisin rwandais. Je reviens sur le voisin rwandais qui n'a pas de ressources minières, mais quand même, au décompte, on vous dit qu'ils arrivent à exporter pas mal. Parce que le Rwanda est reconnu comme étant le premier pays exportateur de cobalt. Ça, c'est un paradoxe. Ouais. Il tire ça d'où par rapport à ce trafic qui est encouragé. Et quelque part, certains partenaires occidentaux ne sont pas dupes. Ils savent que la RD Congo, dans cette partie du pays à l'est, s'ils continuent à être instables, ils pourront continuer à s'approvisionner en ressources. Est-ce que c'est le cas de, là nous vous interrompre, mon cher Mamadou Thior, est-ce que c'est le cas des États-Unis? Parce qu'on voit que les États-Unis aussi ont appelé l'arrêt total, un cessez-le-feu, et de privilégier la communication, la coopération et la communication entre la RDC et le Rwanda, par exemple, pour éviter justement cette guerre dans l'est du pays. Oui, mais les États-Unis, tout comme les 27 ans de l'Union européenne, ils donnent le sous-sol des Congolais, parce que là, même on parle d'un partenariat pour ce qui est de l'exploitation du lithium, parce que l'avenir c'est là, avec surtout les voitures électriques qui demandent beaucoup de ressources en lithium, et dont regorge la RD Congo. Donc, ne soyons pas dupes. Certainement, oui, essayer de ramener la paix, mais tant que cette instabilité-là leur permet de faire des affaires, ces puissances-là ne signeront pas à encourager un peu ces rébellions-là. Parce que moi je me dis, si les gens veulent mettre fin à cette rébellion-là, même si le pays est vaste, ils peuvent y arriver. Parce qu'ensemble, je pense que c'est mettre le Rwanda devant ses responsabilités. Exactement. Parce que si on arrive à mettre le Rwanda devant ses responsabilités, c'est un point de gagner. Mais quelque part, on sent que les grandes puissances sont en train de ménager le Rwanda, comme récemment d'ailleurs, quand le président congolais Tshisekedi a boudé le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que Emmanuel Macron était en train d'encenser son ami Kagame, il n'a pas aimé. Donc ça montre que le double jeu que ces puissances-là sont en train de jouer. Est-ce que c'est une guerre volontairement oubliée, avec l'intérêt surtout que ça a aujourd'hui entre le Congo? Quelque part, on peut le dire. Et le mot volontaire n'est pas fort, parce que c'est fait à dessein pour continuer à faire des affaires en douce, sans tambour ni trompette. Alors, on est en Afrique centrale, mon cher Nathan. La RDC en Afrique centrale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce climat-là d'électeurs, et je pense que Mamadou Thior est revenu largement, et vous également, vous êtes revenu sur ce climat qui prévaut entre la RDC et le Rwanda, et aujourd'hui même avec l'Ouganda, quand on parle d'intérêt, même s'ils collaborent aujourd'hui pour repousser ces rebelles de l'ADF. Quel pourrait être le rôle justement des pays voisins? Est-ce que ces pays voisins-là peuvent également s'impliquer beaucoup plus dans un processus de résolution, un processus de communication, de dialogue, ou côté diplomatie, j'ai envie de dire, sans forcément violer le principe d'ingérence? On a déjà là quand même deux grands problèmes majeurs. C'est que la zone de l'Afrique centrale n'a jamais été très présente dans la résolution des conflits.
On a vu quand le Cameroun a été menacé aussi de l'autre côté par les terroristes. La zone en elle-même, donc l'organe qui gère la CEMAC, on va dire, n'a jamais été très responsable dans la gestion des conflits. Et l'autre problème, c'est qu'on doit se poser la question pourquoi le président Tshisekedi ne fait pas appel, par exemple, au Congo voisin. Ça, c'est des questions à se poser. Pourquoi vers l'Ouganda, forcément, même si on peut dire que c'est une question de frontières, de limitrophes et tout, mais les grandes questions... Deux capitales les plus proches au monde. La grande question, c'est pourquoi ne pas appeler le voisin congolais. Et ensuite, pourquoi ne pas étendre au niveau de la CEMAC, poser le problème et dire que voilà, j'ai besoin d'aide, nous avons besoin d'aide dans cette zone-là. Et après, tu as parlé de guerre oubliée, volontairement oubliée, ça c'est la grande question. On a l'impression que tout le monde ferme les yeux sur cette... C'est surtout ça, le mutisme même des institutions internationales. Quand on parle de l'Union africaine qui multiplie des communiqués, qui appelle un cessez-le-feu au dialogue, mais il n'y a pas... Il n'y a pas d'action. Voilà, ils ont du mal à joindre l'acte à la parole. Il n'y a justement pas d'action. Et donc, quand il est question de la CEMAC, on se dit qu'est-ce que la CEMAC va bien pouvoir faire ou dire. Mais au lieu même de faire, mais d'abord dire. Mais personne ne parle au niveau de la CEMAC, personne n'intervient pour dire on doit au moins regarder ce qui se passe. Et l'autre grande question, c'est la question de se poser, est-ce que c'est possible un dialogue avec des rebelles? C'est parce que c'est quand même une question majeure. Est-ce que l'ADF a envie de dialoguer? Parce qu'à ce moment-là, on est dans une guerre, il faut mettre les moyens militaires qu'il faut pour arrêter la guerre. Parce qu'au niveau des rebelles, il n'y a pas de dialogue. Ils n'attendent aucun dialogue. Maintenant, derrière, la grande question, c'est qui finance, qui accompagne, qui soutient? Et ça profite à qui? Et ça, c'est la grande question qu'on se pose. Et cette question, elle a été soulevée également par la société civile congolaise, qui se pose énormément des questions, qui sont très proches de celles que Nathan vient de soulever. C'est surtout qu'on se rend compte que à chaque mois, ces groupes rebelles se renforcent avec des outils de pointe. Mais parce qu'ils ont une base, ces groupes rebelles ont des bases arrière en Ouganda et en Rwanda. Il ne faut pas faire la fine bouche. Même l'Ouganda qui est en train d'entretenir ses coopérations militaires soutient, oui, c'est ça aussi. Parce que expliquer ce double jeu mais parce que ça les arrange. Ça les arrange. Le sous-sol dans cette partie de l'Est de la République du Congo est le sous-sol le plus riche de la planète, on peut dire. On y trouve de différentes ressources minières et ça aussi, bon, quelque part, ça profite aux deux pays. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, Paul Kagame, ne se feront pas prier pour que l'instabilité dure. Hein. Alors, il y avait un dialogue qui était prévu justement entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Le président Félix Tshisekedi était plutôt d'accord. En tout cas, il avait donné son accord de principe pour un dialogue entre le président rwandais et lui. Et 2 jours après, il y a eu totalement une forme de refus, de rejet. Comment expliquer cette double appréciation, cette double volonté, on a envie de dire, du président Tshisekedi? Tantôt il veut régler et d'autre côté, il veut simplement faire la guerre. Je pense que la médiation de l'Angola avait beaucoup avancé sur ce dossier-là. Je pense que la médiation angolaise aurait pu prospérer si les deux parties se faisaient confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a une glace entre les deux pays. Il faut briser cette glace-là. Je pense que quelque part, l'Angola avait réussi à ce qui est un peu un climat de confiance. Mais bon, bizarrement, après, les deux, surtout Tshisekedi s'est braqué et ça a un peu mis cette médiation-là en VS. Mais je pense que qui mieux que l'Angola, vous parlez du voisin de Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso, mais je pense que Lorenzo, quand même, peut faire une médiation réussie, essayer d'amener les deux voisins, l'Ouganda et le Rwanda, quand même à savoir raison garder. Est-ce que ce sera jouable, mon cher, quand on voit le climat installé entre le président Tshisekedi, qui avait déjà lancé des pics, qui avait attaqué volontairement le président rwandais Paul Kagame lors de la campagne présidentielle, qui a vu d'ailleurs son élection. Est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi est un petit peu, avec ce deuxième mandat, un petit peu a du mal à gérer cette deuxième chance accordée par les Congolais? Tshisekedi avait fait du Rwanda en termes de campagne pour sa réélection. Exactement. Parce qu'il sait un peu ce que ça représente pour ses compatriotes. Je pense qu'aujourd'hui qu'il est réélu, et je crois savoir qu'il ne cherche pas
et qu'il n'y arrivera pas de vouloir tenter le diable à travers un troisième mandat. Donc il n'a absolument rien à perdre. Il doit se hisser à la hauteur de son rôle de président de la République et essayer de parler avec son voisin. Parce que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Paul Kagame, s'il ne veut pas aller vers Tshisekedi a intérêt à lui parler et puis ça c'est pour essayer de trouver une solution à ce conflit qui a trop duré. Conflit qui a trop duré, justement. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Direction à présent la Russie avec le prochain sommet des BRICS qui va se dérouler à Kazan, donc en Russie. Mon cher Thior, que vous inspire déjà ce nouveau sommet des BRICS? C'est une bonne tribune pour Vladimir Poutine qui, depuis la guerre avec l'Ukraine, est un peu la pestiférée de l'Occident. Donc ce sommet va permettre à Poutine vraiment de montrer que quand même il incarne un peu l'alternative par rapport aux Occidentaux. Et je pense que le sommet se tient à un moment clé avec ce qui se passe entre Israël et le Liban et à Gaza, avec tous ces bombardements, l'enfant gâté d'Israël, des Occidentaux, qu'on laisse faire tout ce qu'il veut. Je pense que quelque part, faire en sorte qu'on retourne à ce qu'on avait eu pendant la guerre froide, un monde bipolaire ou même multipolaire, pour rééquilibrer un peu les forces en présence, parce que ce qui se passe, c'est que les Occidentaux pensent que il n'y a que leur désir ou le désert qui doivent prévaloir. Je pense que quelque part les BRICS, l'ambition à terme qui est affichée, s'ils y arrivent, feront de sorte qu'on rééquilibre un peu les relations internationales. Parce que quand vous regardez les pays qui composent les 5 pays, et maintenant ils sont passés à 9 avec l'adhésion des pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, et il y a d'autres qui frappent à la porte. Vous avez parlé des invitations, on a parlé de 32 qui ont confirmé. Là, sur 38. Sur 38. Et là, on parle, à part les 9, d'une vingtaine d'autres pays qui frappent à la porte. Ça veut dire que... Justement, parmi ces pays, donc on a le Venezuela, on a la Thaïlande, la Malaisie, le Kazakhstan également. Comment expliquer, on va dire, cet amour, le fait aujourd'hui que la quasi-totalité des pays sur le monde viennent frapper à la porte des BRICS? Parce que quelque part, les BRICS sont l'avenir de l'économie mondiale. Prenez deux pays, la Chine et l'Inde, c'est la moitié de l'humanité en termes de population. Exactement. Et quand on fait des affaires, on a besoin quand même d'une population qui est assez dense pour faire des affaires. N'en parlons pas du Brésil qui est quand même une puissance émergente, même l'Afrique du Sud ici. Donc, quelque part, la Russie, malgré le conflit avec l'Ukraine, reste ce qu'elle est. Donc, quelque part, ces pays-là sentent que l'avenir, c'est au niveau des BRICS. S'ils arrivent à y adhérer, et vous avez même les Turcs demandent à adhérer tout de suite, parce que les Turcs sont redoutables en affaires et pensent qu'en passant par les BRICS, ils vont fructifier plus l'économie turque qu'ailleurs. Alors, Nathan, l'année dernière, lors du sommet tenu en Afrique du Sud, l'Éthiopie, tu l'as souligné, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte et l'Arabie Saoudite ont été admis comme nouveaux membres des BRICS. Selon vous, que représente cette adhésion pour ces pays en termes d'opportunités? Alors déjà, il faut féliciter l'initiative même de la création des BRICS et préciser qu'au niveau de ces adhésions-là, pour le cas déjà pour citer l'Égypte et l'Éthiopie, c'est en termes de business, on va dire, c'est quelque chose de très favorable parce qu'il a pu le souligner. Aujourd'hui, la communauté des BRICS représente 46% de la population mondiale et 30% du PIB mondial, ce qui veut dire que c'est déjà beaucoup plus que le G7. Donc en termes d'opportunités, c'est largement très, très satisfaisant. Mais en plus de cela, il y a aussi une sécurité. J'ai envie de dire que tous les pays du Sud aujourd'hui se sentiraient en sécurité en ralliant ces alliés-là. Pour le cas de l'Égypte et de l'Éthiopie, par exemple, l'Iran, l'Arabie Saoudite, des pays aussi pétroliers comme l'Arabie Saoudite
les Émirats. Donc c'est des pays aussi qui sont en voie d'avenir, qui voient dans l'avenir. On a le projet de l'Arabie Saoudite de devenir un pays touristique et ils sont en train de penser à construire Line, qui est leur ville du futur, on va dire. Donc toutes ces réalités-là font en sorte qu'aujourd'hui, les BRICS sont vraiment une grande opportunité pour les pays, tous les pays du Sud qui voudraient adhérer et même au-delà. L'Éthiopie a évoqué, en tout cas dans le domaine du développement, en tout cas de son pays, a mis en avant un point assez important, c'est dans le domaine de l'aviation, parce qu'on voit les compagnies éthiopiennes aujourd'hui, ce que ça représente, et pour eux, intégrer les BRICS, c'est une énorme opportunité dans ce domaine-là, parce qu'ils veulent en tout cas augmenter ce gros projet-là. Est-ce que en y adhérant, on y va déjà avec on va dire, des opportunités bien ciblées? Mais c'est quand même un challenge fort parce que là aussi, il y aura aussi des rivalités parce qu'on a aussi la compagnie des Émirats Arabes Unis, Emirates, qui est aussi une grande compagnie comme Ethiopian aujourd'hui. Donc on a l'espoir qu'il y ait aussi une concurrence saine dans ce domaine-là, parce qu'on peut avoir des opportunités, mais il ne faut pas oublier que les opportunités aussi favorisent la concurrence, et cette concurrence qui fait vivre l'économie. Donc on espère que l'Éthiopie pourra tenir ferme en ce qui concerne la concurrence et s'imposer en tant que, pourquoi pas, leader dans le domaine de l'aviation, et que cela rapporte aussi à l'Afrique. Exactement, mais c'est tout le mal qu'on souhaite évidemment à ces pays africains. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Mon cher Thieur, alors les BRICS qui proposent un monde multipolaire évoluent vers un ordre mondial plus équitable, fondé sur l'égalité souveraine des États, tenant compte évidemment de l'équilibre des forces et des intérêts. Présentement, les BRICS plus représentent 46% de la population mondiale. Je pense que notre ami Nathan l'a également souligné. Quel avantage peuvent offrir les BRICS aux pays africains aujourd'hui en termes d'avantages? Mais je pense que quand on voit comment la Chine est présente en Afrique déjà, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Même avant les BRICS, la Chine avait vraiment pied à terre dans beaucoup de pays africains. Donc c'est une organisation qui va lui permettre davantage de s'affirmer comme la première puissance économique en réalité du monde. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on dit oui, c'est les États-Unis la première puissance, mais dans la réalité, c'est la Chine. Exactement. Et donc la Chine est la locomotive un peu de ces BRICS-là. Et les Chinois, comme ils sont redoutables en affaires, ne se feront pas prier par rapport à nous, pays africains. Les affaires sont les affaires. Donc c'est aux pays africains de voir à travers peut-être le géant sud-africain, qui est membre fondateur des BRICS, les erreurs à ne pas commettre. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ces pays-là, ces BRICS, ils ont mis ça en place aussi pour, certes, contrecarrer l'influence occidentale, mais pour faire beaucoup d'affaires et pour faire en sorte que, des pays comme la Chine, l'Inde qui est une puissance émergente, s'affirmer davantage comme une puissance qui peut rivaliser avec des pays comme les États-Unis, parce que c'est un peu leur rival direct, parce que les autres pays, France et trucs, la Chine les bouffe tout de suite, donc ils ne font pas le poids. Donc le grand rival américain, c'est ce que l'Inde et la Chine sont en train de lorgner pour le dépasser dans les affaires. Non, mon cher Nathan, est-ce qu'on peut assister à un rapprochement entre l'Europe et les BRICS comme alternative à l'hégémonie américaine que vient de souligner mon cher Thior? Un rapprochement entre l'Europe et les BRICS. Comme alternative à l'hégémonie américaine. Comme il y a la Russie. Comme il y a la Russie, c'est pas compliqué quand même. C'est un gros frein. Il y a la Russie, il y a la Chine. Et la Chine est clairement un rival des États-Unis. Ou si on va dire le grand rival des États-Unis. Sur le plan économique, parce que sur le plan militaire, on a la Russie aussi à côté. Et est-ce que
les BRICS peuvent se rapprocher de l'Europe ou l'Europe se rapprocher des BRICS. Non, mais, rappelons au passage que la Serbie envisage d'être futur membre des BRICS étant membre de l'Union européenne. Donc c'est pourquoi je demandais si on peut avoir ce rapprochement. La Serbie, en tout cas, émis le vœu de se rapprocher des BRICS. Mais je pense qu'on a quand même en Europe déjà un gros signalement d'un problème majeur. C'est qu'on a vu le géant anglais sortir récemment. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des signes de fragilisation du tissu européen lui-même déjà dans la base. Donc s'il y a d'autres pays comme la Serbie, je suis sûr que ce n'est pas le seul pays qui le souhaite. Ils ont émis le souhait, mais il y a d'autres pays certainement qui souhaitent et qui voient en les BRICS une alternative même à l'Union européenne. Ouais. Donc déjà les BRICS, même s'ils ne viennent pas s'opposer directement à l'Union européenne, mais c'est déjà une alternative à l'Union européenne et au-delà. Parce qu'après vous voyez dans les BRICS, vous avez l'Arabie Saoudite. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Brésil. C'est des fortes économies hein, en termes d'échange. Donc, toutes ces économies-là représentent vraiment une alternative aujourd'hui. On pense qu'au contraire, peut-être pas un rapprochement, mais peut-être une collaboration, c'est possible. Faut-il s'inquiéter aujourd'hui de l'avenir de l'Union européenne ou c'est trop tôt pour se prononcer quand on voit qu'il y a certains pays, vous l'avez souligné, au-delà de la Serbie, d'autres manifestent aussi, en tout cas pas de façon verbalisée ou voilée, mais la Serbie en tout cas l'a souligné. Et est-ce qu'on peut parler de... Voilà, on peut s'inquiéter pour l'Union européenne? Mais en vérité, l'Union européenne n'existe pas vraiment sur le jeu, sur l'échiquier. On va parler, pourquoi? Parce que derrière, en réalité, il y a toujours les États-Unis. Derrière les mouvements de l'Union européenne, il y a toujours eu les États-Unis. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Angleterre se retire derrière en voyant que, bon, finalement, qui décide ici? Est-ce que c'est encore l'Europe qui décide? Et après, on a un autre enjeu, c'est que on voit aujourd'hui que les BRICS, par exemple, ne manifestent pas une puissance seulement en termes économiques et militaires, mais c'est bien au-delà. La Russie, par exemple, a eu des problèmes avec l'Union européenne, a eu des sanctions, mais au contraire a doublé ses ventes en Chine, a doublé ses ventes en Arabie, a doublé ses ventes. Ouais. Donc ça veut dire que c'est possible de faire autre chose. Donc à partir de ce moment, quand les autres pays verront que l'Union européenne, il y a déjà des alternatives, mais l'Europe peut disparaître. Vous avez parlé des sanctions de la Russie, c'est surtout que même en termes de PIB, ça a augmenté parce que ils ont trouvé des produits de substitution de grandes marques américaines par exemple, et du coup ça a permis aux entreprises russes de pouvoir émerger et de proposer des alternatives à certains produits du géant américain. Mon cher Thior, on a parlé aujourd'hui de ces pays africains qui seront présents lors de ce sommet en Russie. On avait déjà eu avant ça le sommet Afrique-Russie également pour renforcer cette coopération-là. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ce genre de sommet, on parle évidemment, on ne parle pas des BRICS, mais le lieu, la Russie, est-ce que derrière aussi il y a une volonté pour Poutine de renforcer quelque part sa présence sur le sol africain? Tout à fait. En termes il diversifie aujourd'hui les partenariats. Oui, parce que vous avez, à travers la ministre Wagner, vous avez vu comment la Russie quand même a renforcé sa présence militaire, même de manière indirecte, et poussant son influence. Parce qu'aujourd'hui, regardez les pays où intervient Wagner, et ces pays-là ne jurent que par la Russie. Et la Russie ayant compris que tout l'intérêt qu'il gagne à ce que les choses continuent ne se fera pas prier pour que quelque part il y ait d'autres instabilités dans d'autres pays pour que militairement ils puissent venir soit se battre directement à travers la milice Wagner ou bien à travers des instructeurs militaires russes qui viennent un peu former nos armées. Donc oui, la Russie gagnerait, c'est tout ce qu'il a à gagner en étendant cette tentacule, en captant davantage de pays africains pour montrer aux États-Unis qu'ils n'ont pas le monopole. Et même la démarche a changé parce que rappelez-vous de la mini-tournée de Sergueï Lavrov en Afrique, il était en RDC, en RD, en République démocratique du Congo, donc à Brazzaville, au Tchad également, et là-bas on a vu que les questions liées à la sécurité n'étaient pas vraiment en avant, c'était beaucoup plus l'économie et la société. Est-ce que la stratégie c'est celle-là aujourd'hui, diversifier les propositions, les partenariats, les offres? Oui, parce que la Russie, c'est maintenant que bon, l'avenir, comme ils le disent, hein, même les Occidentaux, les États-Unis, l'Union européenne, ils se disent que l'avenir, c'est en Afrique. Donc, qui investit en Afrique
vraiment pour voir grand demain. Donc la Russie n'étant pas dupe, c'est très bien tout ce qu'il a gagné en renforçant sa présence à travers davantage de pays africains. Donc le jeu des grandes puissances va se faire malheureusement sur le continent africain, mais c'est à nos pays peut-être de voir un peu comment quand même ne pas être le dindon de la farce dans toute cette affaire-là. Exactement. Parce qu'on ne peut pas pendant plus de 60 ans avoir été la vache laitière et continuer à l'être avant d'aller, Nathan, avant de te donner la parole, je reste quelques minutes avec Thior. Est-ce que c'est pas aussi quelque part illusoire pour beaucoup de pays africains de se dire, ok, si on veut soigner notre économie, il suffit pour nous de rejoindre les BRICS aujourd'hui. Est-ce que de façon interne, il ne faudrait pas d'abord mettre en place des systèmes, c'est-à-dire de faire développer son économie? Prenons le cas du Maroc, par exemple. On voit que le Maroc a avancé dans beaucoup de domaines, aussi bien dans les domaines infrastructurels, dans le numérique, dans les transports. On sent une économie stable et qui est tout le temps en train de grimper. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord au préalable avoir une économie aussi stable comme celle du Maroc avant d'embrasser ces pays-là, au risque de se dire on a une économie qui n'est pas stable, on va dans les BRICS, on s'attend à ce que derrière la baguette magique opère? Surtout que les pays pris individuellement, économiquement parlant, seront bouffés par ces grandes puissances-là. C'est pourquoi même, je pense que l'approche régionale, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, on a encore remis au goût du jour cette question de monnaie. Après la rencontre entre Ouattara et le président du Ghana, il y a quelques jours, je pense qu'il faut y aller. Nathan parlait de la CEMAC, malheureusement, de toutes les organisations régionales, la CEMAC est la pire qui soit. Sincèrement. Non, il faut le dire, la plus invisible. Il y a un mutisme avec tout ce que cette organisation peut faire. Et on voit que les gens, à la limite, se croisent les doigts. Et même la SADC fait mieux. Je pense que quand on regarde la CEDEAO et la SADC sont vraiment des organisations abouties. Parce que ce n'est pas pour rien, nous, à la CEDEAO, on a des cartes d'identité CEDEAO. On se déplace avec notre pièce d'identité à travers. Ça, il faut davantage le matérialiser au plan économique que, par exemple, les 15 pays membres, parce que la Mauritanie n'en fait plus partie, et si nos amis maliens, burkinabés et nigériens daignent rester, ces 15 pays-là, quand même, mis ensemble, c'est un marché de centaines de millions qui peut vraiment peser davantage face à un géant comme les BRICS. Mais si le petit Sénégal, Mali et trucs... Individuellement, ça va être compliqué pour eux de... Absolument. D'accord. Est-ce que justement c'est là l'une des solutions, mon cher Nathan, aller de façon groupée et non de façon dispersée lorsqu'on décide d'intégrer une grande organisation comme les BRICS, même si on sait que les intérêts sont personnels, parce que le Sénégal y va pour son pays, mais au-delà de ça, peut-être aller de façon groupée et pourrait avoir un impact sur l'économie de ces pays-là. Le piège, justement, il a évoqué le piège d'aller de manière individuelle et de se battre en ordre dispersé, c'est justement d'être absorbé par ces géants-là. N'oublions pas que la Chine, c'est la première population mondiale. L'Inde, les deux seulement, c'est presque la moitié de la population mondiale. Exactement. Et la Russie, en termes de superficie, c'est le plus vaste pays du monde. Donc, rien que les gens, les puissances en face, c'est des géants en face de nous. Alors donc, l'Afrique est un géant. Lorsque l'Afrique est unie, c'est un géant. Mais si on se sépare, si on se divise encore au niveau peut-être sous-régional, comme la CEDEAO, comme il a pu le dire, encore on peut faire quelque chose. Mais si c'est vraiment en ordre dispersé, nous serons noyés et nous allons encore perdre sur cet échiquier-là. Ouais. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais quand même évoquer, c'est que c'est le point de départ des échanges. Nous avons eu une sorte de néocolonialisme qui a fait en sorte que les accords qui ont été signés au préalable dans les premiers échanges avec l'Occident étaient biaisés. Ouais. Aujourd'hui, nous allons nous-mêmes vers cette coopération avec les BRICS. Il faudrait qu'on soit vigilant dans les décisions qu'on prend, dans les accords qu'on signe et surtout au niveau des échanges. L'autre point essentiel que je veux évoquer, permettez-moi, c'est qu'on ne doit plus aller avec la mentalité de « on va nous aider ». Ouais. La mentalité de la main tendue, c'est un danger parce que c'est vrai que nous sommes des pays du Sud, mais nous sommes des pays en voie de développement et on a quelque chose à proposer.
j'ai aimé le ministre malien des Affaires étrangères qui a dit moi je vais payer à la Russie, je ne vais pas prendre gratuitement, je paie les armes que je rends pour me défendre contre les rebelles, parce que l'Occident a refusé de me vendre des armes létales. Donc j'ai aimé son langage quand il dit « je vais payer ». Ça veut dire que nous avons une fierté et nous devons la manifester dans les échanges. Et c'est important de clarifier cela. Sinon, on sera toujours les derniers sur la liste. Les derniers sur la liste, mon cher Thior, c'est vrai, hein, l'analyse pertinente de notre ami Nathan, quand il parle aujourd'hui de partir lors de ces sommets-là, avec la volonté aujourd'hui d'être très concentré sur la nature des contrats qu'on veut signer, qu'on veut nouer avec ces géants-là. Mais au-delà justement des matières premières, qu'est-ce que l'Afrique ou bien ces pays-là africains qui tapent à la porte des BRICS peuvent proposer comme autre projet assez intéressant, parce qu'on a peut-être peur de se retrouver au point où, vous l'avez souligné, on va être siphonné, on va prendre le pétrole, on va prendre justement l'uranium, le gaz et le diamant pour les pays qu'on exploite. Est-ce qu'il y a d'autres, au-delà de ces matières premières, des pays africains peuvent proposer autre chose? Oui, je pense que au plan, par exemple, agricole, il n'y a absolument rien à faire, parce que vous avez vu pendant la guerre ukraino-russe, on dépendait sur le blé russe. Donc de ce côté-là, il n'y a absolument rien à faire. Donc principalement, c'est les ressources du sous-sol. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie qui est fulgurante, je pense que les voitures électriques, parce que même la Chine est en train d'investir beaucoup dans ça. Là, en termes de lithium, dont beaucoup de pays regorgent en Afrique, ça, fatalement, ne nous voilons pas, ça passe. Ils ont les yeux rivés sur ça. Et c'est aux Africains de faire en sorte qu'on en tire davantage. Parce que vous avez vu, par exemple, sur certains contrats pétroliers, quand on vous dit que les pays en ont récolté, c'était la grosse déception. Exactement. Parce que les gens négocient mal. Et c'est là où, face à ces géants, il faut vraiment y aller avec tact et se concerter, certes, mais être bien préparé pour bien négocier et avoir des partenariats qui rapportent aux différents pays. Oui. En quelques mots, mon cher Nathan, avant de clore, vous voulez rebondir sur oui, en quelques mots? Justement, dans cette question de négociation, voilà pourquoi il faudrait quand même qu'on aille ensemble, parce que je ne vais pas proposer 50%, et puis le Congo vient proposer 30%, exactement, mais il faudrait qu'on soit aligné sur ce qu'on propose. C'est-à-dire, si on dit 50%, ça veut dire que tous les pays proposent la même chose pour éviter qu'il y ait justement encore ces disparités-là et qu'on se retrouve dans des problèmes. On espère que l'Afrique pourra en tout cas tirer profit de ce nouveau sommet des BRICS en Russie prévu le 24 octobre prochain. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de débrief. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Momodou Thior. Vous êtes journaliste, analyste. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci. Et beaucoup. Juste en face de vous, Joël Nathan, vous êtes analyste politique. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.